Alors, je vous remercie de m'avoir donné ce challenge de vous faire les updates de toute la diabétologie en 10 minutes. Donc, je vais essayer de le relever. Juste pour vous dire déjà qu'on pense qu'au niveau diabète, finalement, c'est assez stable, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions dans la prise en charge de nos patients. Alors, on va commencer par le diabète de type 2. Pour vous dire rapidement un petit peu le contexte, effectivement, vous le savez, un accroissement rapide, plus 5,4% par an depuis 10 ans de diabète de type 2. Surtout, à garder en tête, on a effectivement 50% des patients qui ont plus de 65 ans, mais deux choses, effectivement, des patients quand même de plus en plus jeunes en lien avec, entre autres, l'obésité, et puis un pic à 75-79 ans, donc qui fait écho à ce qu'on a discuté ce matin, des patients polymédiqués, polypathos, pour lesquels on va avoir une plus-value interventionnelle. Et puis, d'autres informations, le fait qu'effectivement, on a montré qu'il fallait un traitement efficace le plus précocement possible, avec une mémoire glycémique, et des études qui nous ont montré qu'effectivement, obtenir un équilibre glycémique optimisé avait un impact non seulement sur les complications microvasculaires, mais aussi macrovasculaires, avec un suivi prolongé au long cours. Et vous verrez d'où l'intérêt d'avoir finalement des cibles atteintes de façon chronique pour les patients en termes de glycémie, mais ceci temporisé par la vigilance de la survenue d'hypoglycémie, avec des études qui nous ont montré effectivement qu'il ne fallait pas non plus être trop intensif pour tous les patients, et donc une personnalisation importante des cibles d'hémoglobine glyquée, on va y revenir. On l'a vu ce matin, effectivement, c'est un exemple emblématique d'une approche complexe, personnalisée des stratégies thérapeutiques de nos patients, une approche centrée sur la personne, et on discutait ce matin aussi de la décision médicale partagée avec le patient. Alors, j'ai choisi pour vous parler des updates dans le type 2 de se positionner. Vous savez, il y a eu la prise de position de la Société francophone de diabétologie, donc notre société savante, en octobre 2017, donc vraiment récemment. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il y a certaines divergences avec les recommandations de l'HAS que je vais vous montrer en 2013, et par contre un accord avec les autres guidelines au niveau européen ou américain. Toutes ces recommandations, elles se basent bien sûr sur l'evidence-based medicine, pour lequel vous allez voir, il faut vraiment qu'on soit à la page très régulièrement parce que ça bouge, mais aussi l'expertise clinique et puis les préférences du patient. On l'a vu ce matin finalement, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est capable de faire, ou en tout cas qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut implémenter dans sa vie de tous les jours. Alors d'abord, les valeurs CIR d'hémoglobine glyquée. La discussion actuellement, c'est de se dire il va falloir qu'on ait une cible bien identifiée, personnalisée pour chaque patient. Et donc là, l'HAS et toutes les guidelines se retrouvent là-dessus. Il y a vraiment, selon le patient, et on réfléchit à l'écrire carrément sur l'ordonnance pour qu'il y ait l'information de tous les acteurs, y compris en ambulatoire par exemple, pour dire Monsieur X, lui, on va viser 7%, 7,5%, 8%, etc. Les divergences, c'est que la HAS, elle fait sur des focus sur des populations de patients, alors que je vais vous montrer ce qui est fait par les praticiens au quotidien, c'est la prise en compte de 7 facteurs différents pour adapter cette cible d'hémoglobine glyquée. Sachant que là, on est en train d'avoir les données épidémiologiques pour savoir finalement quelles sont la réelle pertinence de l'ensemble des acteurs, et qu'il ne faut pas perdre de vue que finalement, il ne faut pas non plus qu'on assouplisse trop, qu'il y a vraiment un vrai gain d'avoir un équilibre glycémique strict sur le long cours, comme je vous ai montré juste avant. Alors voilà les 7 facteurs, voyez à gauche de cette diapositive. D'abord, quel est le risque d'hypoglycémie, je vous le disais tout à l'heure, qu'on fait courir aux patients? L'ancienneté de sa maladie, donc la diagnostic du diabète, son espérance de vie, l'importance des comorbidités, dont cardiovasculaires, rénales, cardiaques, et puis les ressources et la motivation dans le sens, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au quotidien et qu'est-ce que le patient peut faire au quotidien, et on va avoir un ajustement de la cible plus ou moins stricte en fonction. Alors on a 3 grandes cibles en fait. La plupart des patients, je vous disais, inférieurs à 7%, mais on va pouvoir être un peu plus incisif quand vraiment c'est des faibles durées de diabète, une espérance de vie très longue, aucune comorbidité. Et puis, voilà, je vous disais, pas trop de risque en termes de iatrogénie. Là, on pourra être inférieur à 6,5%. On sera, par contre, inférieur à 8% quand on a déjà une espérance de vie limitée, un diabète long, un diagnostic long, des comorbidités multiples associées, et puis un risque d'hypoglycémie plus important. Voire, et ça c'est important par exemple dans les EHPAD, de se dire inférieur à 9%, ça ira très bien, et une glycémie préprandiale entre 1 et 2 grammes par litre suffira bien, puisque là le vrai risque, c'est le risque d'hypoglycémie et pas la stabilité au long cours de la glycémie. Alors quelle stratégie ?
Pour tout le monde, la diététique et l'activité physique, juste pour vous dire, il y a beaucoup d'études là qui sortent régulièrement sur l'activité physique et l'impact sur l'hémoglobine glyquée, quasiment aussi efficace que certains médicaments. Hein. Quand on dit une diminution de 0,6% en moyenne, c'est autant que ce qu'on demande aux molécules thérapeutiques. Donc vraiment, ça vaut le coup et ça tout le temps. Et c'est l'endurance. Ce n'est pas effectivement une activité trop importante, mais plutôt l'endurance. Et puis aussi, deuxième chose qu'on disait, finalement, on va faire d'abord les règles hygiéno-diète, la metformine. Ça aussi, quand vous avez déjà une hémoglobine glyquée supérieure à 9% ou à 10%, on est en bi ou en tri, voire en insulinothérapie, quand il y a des signes d'hypercatabolisme. Donc effectivement, on va déjà être dans des stratégies plus optimisées. Et puis, je vous disais, l'accompagnement et l'adhésion du patient et l'entourage d'un projet thérapeutique personnalisé et décidé avec le patient et avec les acteurs. Alors, ça veut dire quoi pour nous pour valider les ordonnances en 2018 de nos patients diabétiques? Il faut être très très à la page des différentes molécules et puis finalement en termes de pharmacologie, est-ce que c'est logique d'associer ces cibles d'action et est-ce qu'on ne fait pas courir un trop grand risque aux patients en termes d'hypoglycémie par exemple? Alors qu'est-ce qu'on a à nos dispositions? La metformine bien sûr, sur le foie et sur l'insulinorésistance, nos insulinosécréteurs, les analogues qui vont jouer au niveau de l'insulinosécrétion et de la satiété, encore un tout petit peu d'acarbose, mais à la marge. Et puis arrivent, on les attend, elles vont bientôt arriver en France, les glyphosines, avec des études d'impact chez les insuffisants cardiaques pour l'empagliflozine et la canagliflozine, avec un intérêt sur le plan cardiovasculaire. Alors, vous aurez dans les recommandations, on commence à avoir des algorithmes comme ce schéma-là, c'est-à-dire on va prendre chaque classe thérapeutique et on va dire finalement qu'est-ce que montre la littérature sur la diminution d'hémoglobine glyquée, quel effet sur le poids, quel risque d'hypo, les modalités, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être faisable par le patient, la gestion des effets indésirables, et puis les bénéfices cardiovasculaires, et puis le recul des différentes molécules en termes de suivi de phase 4 et de pharmacovigilance. Et donc vous voyez que pour nous, il va falloir prendre en compte toutes ces différentes stratégies, mais que vous pouvez avoir ceci pour chaque patient très personnalisé. Alors, pour vous dire, première ligne, tout le monde est d'accord, metformine. Ça, il y a une convergence. Dès la deuxième ligne, avec l'HAS et les guidelines, une grosse différence. Les recommandations des sociétés savantes positionnent en deuxième ligne les inhibiteurs de DPP4 du fait du risque d'hypoglycémie avec les sulfamides, qui est plutôt là une porte d'entrée coût vu le prix des médicaments, mais avec une barrière quand même de réévaluation. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des escalades thérapeutiques. À 3 mois et à 6 mois, quoi qu'il arrive, on va réévaluer et il faut au moins une diminution de 0,5% d'hémoglobine glyquée ou l'atteinte de la cible, que je vous ai dit personnalisée tout à l'heure, pour qu'on dise « OK, on garde le traitement ». Donc ça veut dire que OK, on mettra quelque chose d'un petit peu plus onéreux, mais on ne va pas le laisser et donc ça questionne l'organisation des soins. Qui va bien réévaluer? Le diabétologue, le médecin généraliste à 3 mois ou à 6 mois. Donc les sulfamides, si on inclut le suivi glycémique nécessaire, peut-être que les coûts ne sont pas aussi faibles que ça. On mettra plutôt un analogue du GLP-1 dans le cas des IMC supérieurs à 30 et on choisira, et c'est pour ça que vous voyez actuellement le liraglutide qui est pour l'instant prescrit préférentiellement à cause de l'étude LEADER qui montre un impact en prévention secondaire du risque cardiovasculaire, mais les autres arrivent derrière. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être complètement un effet de classe, puisque certaines molécules ne montrent pas cet effet-là. En deuxième ligne, on pourra effectivement mettre les différentes stratégies dont je vous ai parlé et l'insulinothérapie, ne pas hésiter quand il y a des signes d'hypercatabolisme, finalement de désescalader, d'enlever tous les autres antidiabétiques et de passer à une insulinothérapie fonctionnelle, plus ou moins la metformine quand c'est encore faisable chez les polymédiqués. Alors les nouvelles insulines qu'on va avoir à notre disposition, vous savez qu'il y a aussi le biosimilaire qu'on va utiliser de la glargine. Juste, j'attire votre attention pour vous dire c'est fini la concentration unique de 108 par ml pour les concentrations d'insuline et que vous avez maintenant des insulines fortement dosées à 200, 300 et 508 par ml. Donc, à vigilance. On va avoir des nouveaux analogues séparés, ce qui n'était pas le cas du Xultophy. Et puis, vous le savez, les dernières analogues ultra rapides avec la Fiasp, que je sais que vous avez des questionnements de référencement actuellement, qui est encore plus rapide, donc 5 minutes pour être actif d'une durée plus courte, et donc il va être plus actif sur les glycémies postprandiales.
On est dans l'ère on avait les actes rapides et les humulines avant qui ont été remplacés par les analogues, qui vont être remplacés par ces analogues ultra rapides par la suite. Chaque laboratoire est en train de développer le sien. Alors pour finir sur le diabète de type 1, qu'est-ce qu'on retient? 2 informations. Vous allez voir des diabètes de type 1 de plus en plus précoces. On a l'impression qu'il y a vraiment une augmentation d'incidence. Et puis chez les très jeunes, avant 2 ans. Pour l'instant, on ne sait pas expliquer pourquoi, les causes de pourquoi on a d'un coup, mais c'est vraiment ce que rapportent les pédiatres. On a cet objectif d'avoir pour tous, là pour le coup, inférieur à 7%, sans trop d'hypoglycémie sévère, 2 modalités d'action. L'amélioration de la galénique des insulines, et c'est là-dedans que vont les analogues ultra rapides dont je viens de vous parler, et puis une amélioration de la mesure de glycémie en continu du glucose avec des innovations technologiques. Et tout ça questionne notre organisation des soins, et actuellement énormément d'études aussi sur l'acceptabilité. Je vais vous montrer, quand je vais me transformer avec toute cette innovation technologique accrochée à moi, quelle est l'acceptation finalement, le human factor de cette innovation techno au quotidien accrochée à mon corps, avec aussi l'avenir de la thérapie cellulaire et de la transplantation. Alors, la mesure en continu du glucose, 3 dispositifs que vous allez voir et pour lesquels il faut vraiment qu'on augmente en compétences. Les capteurs avec des transmetteurs, et le patient a encore la main, c'est lui qui fait les multi-injections et qui adapte sa pompe. Mais aussi un début de pancréas artificiel avec les boucles ouvertes, où vous avez finalement dans la pompe le capteur, donc dans le même dispositif, et puis comme vous voyez la Medtronic 640G, où il y a finalement déjà des stops prédictifs où c'est la pompe qui va s'arrêter à un seuil de glycémie pour éviter les hypoglycémies. Et ce qu'on montre, c'est qu'on diminue vraiment les hypoglycémies sévères. Donc là, vous voyez, on est très proche du pancréas artificiel. Et puis, vous le savez, le freestyle limb, là, qui est vraiment une révolution et qui maintenant a été remboursé à partir du moment où on a 3 injections d'insuline chez le type 1 et le type 2, pour lequel on améliore effectivement les mesures continues de glucose. Alors l'intérêt, les études sortent, il y en a maintenant actuellement quasiment toutes les semaines. On améliore l'hémoglobine glyquée chez tous nos patients, on diminue le temps passé en hypoglycémie et on réduit la fréquence des hypoglycémies sévères. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est l'adhésion à la mesure continue de glucose, c'est-à-dire que j'en fais le plus souvent, quelles que soient les modalités, le capteur ou le freestyle libre, qui fait que je vais améliorer finalement mon temps passé dans les cibles avec ces nouveaux dispositifs. Et que sûrement, ce qui va remplacer les glycémies et l'hémoglobine glyquée à terme, c'est le temps passé dans la cible de glycémie fixée pour le patient et les expositions en hyper et en hypoglycémie. Je ne sais pas si vous avez tous vu des rendus de capteurs, ça devient très complexe, il faut vraiment savoir lire les courbes et les analyses, mais en tout cas, on va vers ça pour affiner notre efficacité thérapeutique. Et puis le pancréas artificiel, juste pour vous dire, c'est aujourd'hui ou demain après-midi, puisque qu'est-ce qui nous manque dans les boucles semi-fermées dont je vous parle? C'est les algorithmes complexes, parce qu'on sait bien faire la nuit avec des algorithmes, parce qu'on ne mange pas et on ne fait pas d'activité physique. Mais demander maintenant à un algorithme mathématique de prendre en compte l'activité physique que je vais potentiellement faire, ce que je vais potentiellement manger, en fonction de ce qui va arriver, ça devient compliqué, mais on y arrive. On a déjà des patients qui ont des pancréas artificiels dans des essais cliniques, et c'est vraiment dans les mois et années qui arrivent, ça commence vraiment à être très efficace, et ça pose la question de l'acceptabilité. Vous voyez en haut à gauche, je commence à être un peu bionique, hein. Voilà. Et pour l'instant aussi, la télémédecine, c'est aussi une vraie réalité où pour l'instant, en attendant les algorithmes, vous êtes en lien direct en télémédecine et par Internet avec votre diabétologue qui vous aide à adapter les doses en temps réel avec la mesure continue du glucose. Je vous remercie de votre attention.